Les contes et légendes contiennent la sagesse de l'Afrique. Ils sont le voile qui recouvre les secrets de la tradition. Tous les aspects moraux, physiques, séculaires peuvent y être évoqués. Le griot, le conteur, est souvent dépositaire d'un message qu'il faut écouter et comprendre. Madame, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur notre chaîne de télévision Panafricanist TV, sur toutes les pages que vous connaissez d'ailleurs de Panafricanist TV. Au cours de cette autre édition, nous allons continuer à décrypter, analyser en profondeur l'actualité. D'ailleurs, au cours de cette édition, nous nous interrogeons une fois de plus. On parle bien sûr de la guerre en Ukraine et la communication des médias mensonges. Qu'est-ce qui se cache derrière? Pour nous accompagner au cours de cette autre édition, eh bien, nous avons avec nous Charlie Kenyé. Charlie Kenyé, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Sirius Lengos, bonjour à toute la galaxie des panafricanistes, bonjour à tous vos millions, pour ne pas dire vos milliards de téléspectateurs, bonjour à tous ceux et tous ceux-là qui prennent un malin plaisir à nous écouter. C'est moi qui vous remercie une fois de plus de l'honneur que vous me faites à me convier à cette brillante analyse. Très heureux de vous avoir. Eh bien, mesdames, messieurs, en quoi la crise ukrainienne a-t-elle été révélatrice d'une nouvelle forme de communication ? N'a-t-elle pas plutôt été la répétition d'un processus connu de communication de guerre? L'innovation observée ne réside-t-elle pas dans l'ampleur des moyens inégalés jusqu'alors employés par les gouvernements des plus grandes démocraties au monde pour s'assurer de l'emprise de la communication politique sur ses propres médias? L'exploitation du sentiment de peur, celui né des attentats du 11 septembre 2001, n'a-t-elle pas été le ressort de cette politique de communication de guerre? L'information officielle, remplie de mensonges, présentée comme étant fondée sur les sources fiables, à savoir les agences américaines de renseignement ou encore européennes, n'a-t-elle pas gagné des opinions publiques via les médias de masse qui avaient oublié leurs principes de base dans un système social se voulant démocratique? Pourtant, on le sait tous, mesdames, messieurs, surtout Charlie Kenyé, on sait qu'un média est là pour informer les populations. Mais dans cette crise du côté de l'Ukraine, on a l'impression que c'est un tissu de mensonges. Bien sûr, écoutez, on a souvent pour habitude de citer les médias ou alors la presse comme étant le quatrième pouvoir, donc il n'en est rien. Aujourd'hui, il faut constater, peut-être très amèrement, que la presse aujourd'hui c'est le premier pouvoir, puisque quand on voit l'impact justement de cette presse-là aux ordres de qui on s'aime changer le cours de l'histoire, on se pose réellement la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais c'est très bien pensé. Et déjà, lorsqu'on parle de la presse, il faut ramener ça sur trois grands angles. Premièrement, c'est qui finance la presse. Et à cette question, j'aime souvent répéter cet adage de mon arrière-grand-père qui disait c'est celui qui paye la note qui commande le menu. C'est-à-dire que la presse aujourd'hui, précisément la presse occidentale, la presse de l'OTAN et des médias mainstream, ce qu'on appelle médias mainstream, sont au service d'un ensemble de personnes qui ont un agenda, ma foi, qui ne cadre pas toujours avec les volontés, les desiderata des peuples du monde. Et ces personnes-là, elles sont très bien connues. Ce sont les mêmes qui ont financé la guerre en Irak, ce sont les mêmes qui ont financé la guerre en Syrie, ce sont les mêmes qui ont financé la guerre en Libye, ce sont les mêmes qui financent la guerre au Yémen et justement ce sont les mêmes qui gagneraient à financer la guerre en Ukraine, justement parce que derrière la guerre, il y a deux choses importantes qui se créent. Avec la guerre, il y a justement la facilité pour les industries, pour le lobbying industriel-militaire de continuer à écouler les stocks d'armes, c'est visible du côté de l'Ukraine. Également avec la guerre, après la guerre, il faut penser à la reconstruction du pays et bien sûr, il faut encore retourner vers ce qu'on appelait les institutions de Bretton Woods pour prêter l'argent. On est dans un perpétuel commencement justement qui met en avant ce néolibéralisme tant porté par l'Occident, en premier chef de lieu les États-Unis. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément c'est la ligne éditoriale, c'est-à-dire que chaque média justement a sa ligne éditoriale. Mais malheureusement dans le cas justement de cette propagande de guerre, de ces médias mainstream, on verra que la ligne éditoriale de la plupart de ces médias disent un même objectif, c'est-à-dire que faire passer un message précis, parfois dans l'intérêt encore de ceux qui les financent. Donc, on est bien mal, on est très mal à comprendre, on a du mal à comprendre que
vous ne pouvez pas avoir 100 médias de presse et pratiquement les 100 médias de presse ont pratiquement la même ligne éditoriale. Ça n'a pas la même information. La même information, la même analyse. N'est-ce pas la propagande, justement? Justement, on est là dans la propagande de guerre. Et en dernier lieu, on entre dans ce que j'aime appeler la logique du soft power. Donc, dans la logique du soft power, il y a un essayiste belge, journaliste qui s'appelle Michel Collomb, qui dit quand on s'appelle la France, les États-Unis ou l'Angleterre et qu'on veut le pétrole, le gaz, la bauxite de diamant ou alors l'uranium d'un pays africain ou d'un autre pays du monde, on ne vient pas vous dire qu'on veut en réalité ces matières premières, ces richesses-là. Non, on vient vous dire qu'on vient pour combattre le terrorisme, on vient pour défendre les libertés, les minorités, on vient pour défendre les droits de l'homme, on vient pour défendre l'égalité des genres, on vient pour défendre les droits de la femme. Et justement, derrière cette volonté cachée, on vient vous assujettir. Et c'est un concept qui tourne autour de 3 grands axes. Le premier axe, c'est justement la démonisation de l'adversaire. Et vous verrez que ça marche très bien aujourd'hui du côté de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'on démonise l'adversaire. L'adversaire aujourd'hui, il est tout trouvé, c'est Vladimir Poutine. On le fait passer pour un démon, c'est un dictateur, il est plus qu'Hitler, et il a tué des gens, il a passé sa vie à tuer, il a atteint de folie, il n'est pas aimé, et son armée est contre lui, le peuple russe est contre. On démonise l'adversaire. Ça, c'est le premier grand axe de cette stratégie du soft power. Le second axe, c'est l'inversion du rapport agresseur-agressé. C'est-à-dire que l'agresseur, en réalité, devient l'agressé et l'agressé devient l'agresseur. C'est-à-dire que vous vous rappelez un peu cette phrase de Malcolm X qui disait si vous ne faites pas attention aux médias, ils sont capables de vous faire détester l'opprimé et d'aimer l'oppresseur. C'est-à-dire que nous sommes dans cette logique-là. Le rapport, on inverse le rapport agresseur-agressé. Aujourd'hui, l'Ukraine étant utilisée comme un bouc émissaire, c'est-à-dire que c'est juste les Ukrainiens aujourd'hui tristement sont utilisés pour mettre en avant un certain nombre de volontés. C'est la raison pour laquelle on veut faire savoir que l'Ukraine, dans le cas actuel, est agressée et que l'agresseur, c'est la Fédération de Russie. Oh, non, l'agressé en réalité, c'est la Russie et l'agresseur, c'est l'OTAN. L'Ukraine n'est juste qu'au milieu de 2 blocs qui sont en train de s'affronter, de 2 idéologies qui s'affrontent, à savoir l'idéologie néolibérale et l'idéologie socialisme et communiste. C'est de tout. Et enfin, il y a ce que j'aime appeler, ou alors ce que des personnes bien plus intelligentes m'ont nommé le monopole du débat. C'est-à-dire qu'on monopolise le débat. C'est la raison pour laquelle vous allez voir tout média de nature à porter une analyse contradictoire à ce qui est véhiculé au quotidien par les médias mensonges, justement, sont très vite expulsés, sont censurés. On a vu la décision de l'Union européenne d'interdire les médias Russia Today et Sputnik sur le sol européen, comme quoi ceux-ci faisaient de la propagande de guerre. Mais on a bien envie de se poser la question. Et France 24, et LCI, et TV5, et CNN, et tous ces autres-là qui en permanence font de la propagande de guerre. Que dire de ces médias-là? On a vu également cette même Europe, justement, dans le cadre de vanter un certain nombre de valeurs telles que la liberté de la presse, s'indigner du fait que le pays comme le Mali a justement exercé son droit de réciprocité, c'est-à-dire qu'en interdisant les médias comme France 24 et RFI d'émettre sur son sol, pour les mêmes raisons avec lesquelles l'Union européenne a interdit Russia Today et Sputnik, et l'Union européenne justement s'est indignée disant que c'était une atteinte aux libertés d'expression et à la liberté de la presse. Donc, vous voyez donc dans cette construction de cette propagande de guerre, de cet empire du mensonge, pour répéter les mots de Vladimir Poutine, des gens ont institutionnalisé le mensonge, institutionnalisé justement les médias à caractère propagandiste pour justement mettre en avant les velléités expansionnistes et hégémoniques d'un certain nombre de pays et d'un certain nombre de puissances parmi lesquelles les États-Unis. Où est la part de l'Afrique justement dans cette propagande de guerre? Est-ce que les Africains comprennent finalement qu'ils sont en train de suivre des médias qui véhiculent le mensonge en longueur de journée? Pour la plupart aujourd'hui, non, parce qu'il y a un travail immense à faire. D'ailleurs, nous le faisons au quotidien, vous le faites au quotidien à travers ce genre d'émission, à travers, à travers nos différentes plateformes où nous essayons d'émettre, où nous essayons justement d'éduquer et de sensibiliser les masses. L'Afrique n'a réellement pas compris. Mais l'Afrique est en train de comprendre. L'Afrique est en train de comprendre, pourquoi? Parce que la jeune génération africaine, au-delà du jeu qui a
nous a été pendant longtemps vendu par ces médias-là est en train de comprendre les véritables enjeux. Mais bien plus encore, dans les défis, l'Afrique tarde à comprendre. Parce que le plus important n'est pas la critique, le plus important c'est l'action. Mais est-ce que dans l'action réellement, on a l'impression que les Africains sont en train justement de réaliser ce qui est en train de se faire? Je ne pense pas. Un sage disait, il n'y a qu'un abruti pour confier l'éducation de ses enfants à ses ennemis. Or, malheureusement, l'éducation des enfants et des fils d'Afrique aujourd'hui a été confiée à l'Occident à travers les différents programmes scolaires que nous avons. À côté de ça, même dans le cadre justement de donner du répondant à ces médias qui au quotidien matraquent le subconscient des Africains, on n'en a pas. Je ne vais pas revenir sur l'actualité récente qui vous lie, vous et moi, justement, dans un média que je ne vais pas citer ici. Mais en Afrique, nous n'avons réellement pas encore les médias de masse capables, justement, de porter haut le son de l'Afrique. Pour preuve, une guerre comme celle-là qui est en train de se mener sur le territoire ukrainien, l'Afrique n'a pas de correspondant là-bas, encore moins de reporters. Et pourtant, nous devions avoir des reporters sur le terrain, minute by minute, qui devraient nous donner la quintessence de l'information et à nous maintenant de les analyser dans le respect justement de l'intérêt et des intérêts des peuples africains, tout en étant le plus objectif possible. Mais malheureusement, on n'a pas de médias. On va nous dire qu'on a des hommes, des opérateurs économiques assez forts sur le continent, mais ça n'émeut vraiment pas personne. On est encore dans cette idéologie non-libérale où chacun veut gagner son gain, chacun veut avoir sa part dedans, mais on ne pense pas à l'intérêt commun. Or, ce manque-là fait en sorte que si les choses évoluent telles qu'elles sont en train de se faire, pour 100 ans encore, on restera des éternels assistés, des éternels colonisés. À quand les médias, typiquement, spécialement africains, qui parlent pour l'Afrique, qui parlent au nom de l'Afrique et qui sont là pour protéger les intérêts, les acquis africains? Ce genre de médias pourront venir justement avec la volonté déjà des Africains de se mettre ensemble. Parce qu'il faut rappeler aujourd'hui que tout commence avec l'idéologie. Et chaque peuple, chaque civilisation fonde son idéologie sur la base de ses valeurs, de ses us et de son histoire. Oui. Aujourd'hui, l'Afrique n'a réellement pas d'idéologie politique. Et c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire qu'ailleurs, on nous prend le néolibéralisme, ce que nous appliquons bêtement avec la démocratie et tous ces concepts foireux. Mais je pense que nous devons retourner à l'idéologie politique qui doit mener l'Afrique. Et parmi cette idéologie politique, celle qui me paraît de loin faisable en Afrique, c'est celle du libéralisme communautaire. C'est-à-dire que de permettre à ce que les Africains puissent se mettre ensemble. C'est un peu le cas du côté de la Chine. C'est-à-dire que les communes, en réalité, gèrent les activités, gèrent les actions des grandes entreprises, mais l'État, quelque part, a un droit de regard. Aujourd'hui, et je pense que c'est ce que l'a voulu le président de la République, son Excellence Sopobia, lorsqu'il a parlé pour le libéralisme communautaire. Enfin, c'était ça l'idéologie. C'est-à-dire que de mettre ensemble les communautés pour que ceux-ci puissent s'autogérer avec un droit de regard de l'État central. Ça permettrait quoi? Ça permettrait que nous pourrons, vous, moi et bien d'autres personnes, nous mettre ensemble justement et faire des levées, faire des cotisations pour mettre à notre disposition des moyens qui vont justement justifier ce que nous voulons. Parce que aujourd'hui, si nous voulons émettre, si nous voulons ouvrir une chaîne de télévision et que nous avons besoin d'1 milliard, vous pensez réellement que si la communauté, par exemple, panafricaniste se met ensemble, on va manquer 1 milliard? On ne va pas manquer 1 milliard. Donc, il faut retourner à l'idéologie politique que nous venons pour mettre en avant ces valeurs communautaristes, ces valeurs communautaires de l'Afrique, pour qu'ensemble nous construisons notre idéal. Parce que chaque fois qu'on va vouloir attendre de l'extérieur, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que voilà le dernier sommet Union européenne-Union africaine, où selon le Fonds monétaire international, les besoins de l'Afrique pour les 3 prochaines années se chiffrent à hauteur de 221 milliards d'euros. Au sommet de l'Union européenne, l'Union africaine, l'Union européenne, comme toujours, c'est plus à offrir une enveloppe d'aide, entre guillemets, on sait ce qu'il y a derrière aide, de 150 milliards d'euros à l'Afrique. On ne va pas toujours rester dans cette partenariat, dans cette assistance, ce n'est pas possible. On doit s'organiser en interne pour justement mettre en avant notre idéal. Et si notre idéal passe premièrement et obligatoirement par ces médias de masse, ces médias justement qui vont donner un son de cloche contradictoire à ce que les Occidentaux nous servent à longueur de journée, nous devons être capables d'avoir les leviers de contrôler ces médias-là par cet esprit communautariste qui devra nous permettre de nous mettre ensemble et justement chercher les voies et moyens à travers les opérations de collecte de fonds, de tontines et de bien d'autres choses pour pouvoir mettre ces médias-là sur la place publique et bien sûr informer les Et pendant ce temps, est-ce que les Africains vont continuer justement à boire à cette source d'information qui est déjà polluée quand on sait également que sur le continent africain, certains médias nationaux travaillent
contre le continent, contre les pays africains. Effectivement, c'est un peu ça le mal de la chose, c'est que c'est un système tellement bien huilé où ils ont su mettre en place une machine, c'est-à-dire qui travaille dans l'intérêt de leur volonté. Par rapport à ces médias dont vous venez de citer, que nous connaissons tous très bien, il y a également un rôle sécuritaire, si je peux le dire ainsi. Je vous prends un cas très simple d'un pays que je maîtrise bien, comme le Ghana. C'est-à-dire que au moins 2 à 3 fois par an, le renseignement gagnant organise des colloques avec les hommes des médias. C'est-à-dire qu'on vous dit, indépendamment de vos différentes lignes éditoriales, il y a l'intérêt national qui doit primer. Et à ce titre, lorsque vous voulez aborder des sujets d'une certaine sensibilité, vous devez vous référer au renseignement. Et à travers toutes les directions, vous avez toujours un agent du renseignement qui est là comme journaliste, mais qui en réalité fait office de renseignement. Je crois que c'est un peu également le même au niveau du Cameroun, mais sauf qu'on n'a réellement pas l'impression que cela se fait sentir sur les faits, parce que quand on voit la propagande de certains médias locaux justement dans le relais de l'information de ces médias, même si on a envie de se poser la question, waouh, est-ce que réellement nous sommes dirigés? Mais cela justement participe de cette inféodation justement de l'appareil administratif des États, pour la plupart des pays francophones, inféodés justement à l'idéologie occidentale. Voilà pourquoi je reviens toujours à cette idéologie-là. Donc, il faut vraiment aujourd'hui qu'on repense l'idéologie politique africaine, mais bien plus encore, nous devons travailler sur les mécanismes de protection, les mécanismes de sûreté de l'appareil administratif camerounais et bien sûr des peuples camerounais. Parce que pour empêcher ces médias de fonctionner, il faut justement les amener à comprendre l'intérêt commun. Parfois même les contraindre à comprendre l'intérêt commun. Et cela justement, c'est un travail de sécurité, c'est un travail qui passe par l'éducation, par la sensibilisation, mais bien plus encore par l'inversion du rapport de force, en faisant comprendre à ces médias-là que, au cas où vous vous détournez de l'idéologie communautaire, de l'intérêt commun, nous sommes à même justement de vous imposer un certain nombre de choses qui ne vont pas cadrer avec ce que vous voulez. Merci beaucoup, Charles Kenyelva et des nôtres. C'est moi qui vous remercie de cette invitation. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cet autre entretien sur Panafricaniste TV, la chaîne des panafricanistes. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Bonne journée à toutes et à tous.